Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Dumestre qui vient évoquer son actualité. Cette interview a été réalisée à distance. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez la guitare classique à l'École normale de musique de Paris et l'histoire de l'art à l'École du Louvre. Vous vous consacrez ensuite à la musique pour théorbe, guitare, baroque et luth. Vous suivez des masterclass avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré au Conservatoire de Toulouse et au Conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe de basse continue. Depuis, vous vous êtes produit au sein de nombreux ensembles tels que le Richard Carr Consort, la Symphonie du Marais, le Concert des Nations, la Grande Écurie et la Chambre du Roi et Academia. En 1998, vous fondez le Poème Harmonique. L'ensemble est salué par la critique dès le début et vous êtes élu Jeune Talent de l'année 1999 par la revue Diapason. Vous enregistrez plus de 30 albums pour le label Alpha et sous le label Château de Versailles Spectacle. Albums qui reçoivent de nombreuses récompenses, Diapason d'or de l'année, Choc du monde de la musique de l'année, recommandé par Classica et ainsi de suite. Pour finir cette courte présentation, la République française vous a élevé au rang d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et fait chevalier de l'Ordre national du Mérite. Je vous propose de débuter notre entretien par le prélude, Te Deum, Laudamus et Te Aeternum, extrait du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Notre invité, Vincent Dumestre, est à la tête de son poème harmonique et de la Capella Cracoviensis.
Sanctus, Dominus Deus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Le prélude Te Deum Laudamus et Te Aeternum, extrait du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Notre invité, Vincent Dumestre, était à la tête de son poème harmonique et de la Capella Cracoviensis. Alors dites-nous Vincent, venez-vous d'une famille de musiciens ? Eh bien, ma foi, oui, une famille de musiciens, en tout cas une famille de mélomanes. Et disons que mes parents, ma mère jouait du piano pour le plaisir. Mes parents se sont intéressés à la musique, aux musiques folkloriques, on peut dire. Avec des instruments tels que la vielle à roue, l'accordéon diatonique, et hors de leur chant professionnel, évidemment. Ils avaient un ensemble de musique et tournaient comme ça dans les villages pour le plaisir de faire danser les gens sur le répertoire folklorique. Et quand j'étais jeune, adolescent, ça m'est très souvent arrivé de les accompagner, de jouer à l'époque donc la guitare, un instrument d'accompagnement. Ça m'a entre guillemets un peu forgé, non pas à la scène, mais en tout cas à l'habitude de faire de la musique d'ensemble. Alors vous avez eu la chance de collaborer avec Philippe Pierlot, Jordi Savall et Jean-Claude Malgoire. Que retenez-vous de vos expériences au sein de leurs ensembles ? Tout d'abord, j'ai de merveilleux souvenirs avec Jean-Claude Malgoire, effectivement, par exemple, qui m'a emmené pour la première fois en tournée en Amérique latine, avec Jordi Savall, qui est un ami et qui est un grand maître, et avec Philippe Pierlot, qui m'a donné les premières occasions pour moi de monter sur scène, puisque quand il m'a engagé, je sortais à peine des conservatoires et
Je suis resté pendant 3 ans en Belgique à beaucoup travailler avec Richard Carr-Consort, son ensemble. Donc c'était très, très passionnant. Surtout, ce que je retiens, c'est que le métier de continuiste, donc d'accompagner l'orchestre, les chanteurs, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, je dirais, qui s'apprend sur scène. C'est en montant sur scène qu'on se rend compte de l'énergie qu'il faut développer pour traverser les acoustiques, pour projeter le son, pour équilibrer, trouver l'équilibre entre son propre instrument et les autres instruments. Enfin, voilà, tout ça s'apprend éventuellement en théorie au conservatoire, mais s'apprend surtout in situ et encore mieux sur scène. Et je dois notamment à ces 3 très grands musiciens la chance d'avoir effectivement beaucoup appris. Alors, comment vous est venue l'idée de créer votre propre ensemble ? L'envie de créer un ensemble, c'est en tout cas pour moi l'envie d'abord de défendre un répertoire que j'avais peu l'occasion de jouer avec les autres groupes auxquels je participais. À l'époque, c'est dans les années 98, 99 que je crée le poème harmonique et qui m'a permis de défendre un répertoire notamment du début du XVIIe siècle italien et français, avec des compositeurs qui aujourd'hui sont un peu plus joués, qu'on trouve relativement facilement en disque, mais à l'époque pas du tout. Et les premiers disques du poème harmonique sont le reflet de ces recherches en bibliothèque, avec des compositeurs comme Domenico Belli, Bellerofonte Castaldi, et d'autres œuvres, alors plus connues, de Monteverdi plus tard. Mais il y avait principalement le très grand désir de travailler un répertoire à l'époque qui était peu défendu. Alors, comment définiriez-vous votre ensemble, le poème harmonique ? Il n'y a pas vraiment de définition d'un ensemble. Un ensemble, c'est la constitution de personnalités diverses et variées qui se retrouvent ensemble pour défendre un répertoire. Donc, s'il fallait définir, on le définirait par les caractères, musicaux qu'on peut reconnaître à travers le poème harmonique. Donc, comme je disais, la défense d'un certain répertoire, celui du grand siècle français, du XVIIe siècle, également italien, avec des incursions dans le répertoire plus tardif, puisque même il m'arrive d'aller aux frontières du classicisme, avec une œuvre notamment qu'on va défendre dans 2 ans, en 2024, qui est l'Uomo Femmina de Galuppi. Là, on est en 1762, donc voilà, je fais parfois des incursions, mais je ne vais pas plus loin. Et par contre, avec aussi un tropisme pour les musiques populaires, notamment autour de 2 disques qu'on a fait paraître très tôt dans la carrière du poème harmonique, que sont le disque autour des chansons populaires, Aux Marches du Palais, Plaisir d'amour, pour retrouver ces musiques qui n'étaient pas forcément imprimées à l'époque, et qui sont proches d'un répertoire populaire. Et le poème harmonique a évolué. Alors évidemment, il a évolué depuis sa naissance, depuis 1998. Il évolue surtout en fonction des projets qu'on défend, c'est-à-dire que on est un ensemble à géométrie variable, on se produit parfois 4 ou 5 musiciens en musique de chambre, et jusque dans les grandes formes qui sont opératiques, jusque 80 ou 100 personnes, 100 artistes sur scène, et c'est en fonction de ça qu'on définit, je dirais, le projet. On ne gère pas du tout un opéra comme Cadmus et Hermione de Lully, qui est le premier opéra français et qui voilà, nous a amené sur des très très belles scènes, et donc très nombreux, avec les danseurs, avec les acteurs aussi parfois, avec les chanteurs, l'orchestre. Comme on défend un projet de musique de chambre en petit effectif. C'est vraiment ça qui est passionnant dans mon métier, c'est que ce n'est pas un métier, à minima, ce sont plusieurs métiers très différents les uns des autres, entre la conception d'un projet, le travail de recherche que je peux faire ou que je peux mener, ou avec des collègues, avec des musicologues,
le travail de direction, le travail de chef de chant, le travail donc faire travailler les chanteurs, la direction d'orchestre, mais aussi la direction d'un ensemble de musique de chambre. Voilà, c'est tout ça qui fait le bonheur, le plaisir de mon métier. Alors, parmi les projets récents publiés par Alpha, on trouve cette œuvre peu connue, Coronis de Sebastián Durón. Comment l'avez-vous découverte ? Bien, je me suis d'abord passionné pour les musiques espagnoles, pour la musique espagnole, avec la découverte il y a une dizaine d'années d'un musicien qui est Luis de Briceño, donc au XVIIe siècle, qui nous a laissé un recueil de chants accompagnés à la guitare, un recueil relativement populaire avec des rythmes assez détonnants, un répertoire très très particulier. Voilà, j'avais été intéressé par ce répertoire et je voulais aller plus loin dans cette direction. Et puis je m'intéresse aux zarzuelas baroques. Et il n'y en a pas énormément, en tout cas aujourd'hui, des zarzuelas que les musiciens ont redécouvertes et retravaillées, enregistrées. Il y en a très peu, on entend peu de zarzuelas sur les plateaux et les scènes des théâtres aujourd'hui. Donc en creusant ce répertoire et en discutant avec Patrick Foll, qui est le directeur du théâtre de Caen, qui lui aussi est intéressé par ce répertoire, qui s'était engagé à le défendre si j'avais une œuvre que j'avais envie de mener. Voilà, j'ai entre autres œuvres, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres qui m'intéressaient, mais j'ai été passionné par cette partition Coronis, qui est une partition très intéressante avec multiplicité de chanteurs, une prédominance très forte des voix féminines. Il n'y a qu'un rôle masculin dans Coronis. Les femmes chantent tous les personnages. Et puis c'est une œuvre à la fois très drôle, très fouillie, très dynamique, que Omar Porras a mis en scène. Et voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont poussé à la ressusciter, qui m'ont poussé d'abord à la redécouvrir, à la retravailler, parce qu'il faut bien imaginer qu'une œuvre comme ça demande un très gros travail de relecture, de dépoussiérage, de reconstruction, d'arrangement, et même d'écriture purement et simplement. Pour lui donner un sens aujourd'hui, pour lui donner une énergie qui correspond à l'énergie d'un metteur en scène. Voilà, ce sont tous les paramètres qui sont des paramètres vivants qui font évoluer une œuvre qui, elle, a plus de 300 ans. Écoutons-en un extrait, donc voici Llore de Trasilla en mi desgracia, extrait du Coronis de Sebastián Durón, dans l'interprétation de Cyril Oviti. Le poème harmonique est placé sous la direction de notre invité, Vincent Tumestre. Tierno llanto mi fiel
Llore desgracia en mi desgracia, extrait du coroniste Sébastien Durand dans l'interprétation de Cyril Oviti. Le poème harmonique était placé sous la direction de notre invité Vincent Dumestre, une parution du label Alpha. Alors Vincent, vous publiez ce mois-ci Nisi Dominus avec Eva Zajic. Comment avez-vous conçu le programme de cet album ? Bien sûr, ce Nisi Dominus de Vivaldi, moi je l'écoute depuis que je suis adolescent, voilà, comme je dirais tout le monde, puisqu'en fait c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et justement, c'est ce caractère chef-d'œuvre, moi, qui m'a intéressé en me disant mais en fait comment on pourrait qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ce chef-d'œuvre qui a été énormément enregistré par toutes les grandes voix, qui est extrêmement connu. Comment on peut l'aborder différemment et en quoi il faudrait l'aborder différemment. Et du coup, j'ai creusé un petit peu cette piste de la recontextualisation, qui est un de mes chevaux de bataille. C'est-à-dire essayer de retrouver dans quel cadre a pu être donnée une œuvre, quelle est la raison pour laquelle il a été composé, et dans quel lieu on a pu la composer, la faire entendre au public, mais qui était le public, et quel rapport avait ce type de répertoire par rapport au public. Voilà, c'est énormément de questions qui sont passionnantes et qui nous obligent à ouvrir des livres, à aller en bibliothèque, à travailler ces musiques. Et c'est donc autour du Nisi Dominus œuvre qu'on a redonnée à une voix féminine, parce que c'est vrai que c'est souvent des voix masculines, c'est souvent des contre-ténors qui chantent aujourd'hui le Nisi Dominus. Donc on l'a redonné à Eva Zajic dans cet enregistrement, qui est une mezzo-soprano, comme c'était d'ailleurs le cas à l'époque, puisque l'œuvre a été composée pour une voix de femme. Et puis retrouver le contexte sonore, on pourrait dire presque, dans lequel baignait Vivaldi pour composer une telle œuvre, et notamment des pièces qui sont très très rarement entendues. Ce sont des laudes populaires, c'est des musiques qui étaient données alors soit dans les lieux sacrés, mais aussi en procession par exemple, pour aller dans les églises, et c'était des chants très simples dans leur écriture, qui sont d'ailleurs souvent des timbres populaires, une écriture assez simple, assez populaire, à 2 voix, à 3 voix. Et voilà, c'est à partir de la découverte de ce matériau-là, je dirais, que j'ai construit progressivement ce programme autour du Nisi Dominus, qui d'ailleurs dans cet album est un peu la conclusion du disque. Et qui du coup, je trouve, amène des éléments et fait réfléchir peut-être, en tout cas je l'espère, le public à une manière d'écouter le répertoire que l'on défend, nous, musiciens qui nous occupons de cette époque baroque, pour ne pas perdre de vue le sens de cette musique à l'époque, et le remettre en contexte, et mieux le comprendre. Alors sur cet album, il y a un autre compositeur, Serafino Razzi. Quel rapport établissez-vous entre Antonio Vivaldi et ce dernier ? Il n'y a aucun rapport en fait entre Vivaldi et Razzi, parce que Serafino Razzi est un compositeur qui a vécu beaucoup plus tôt, un siècle plus tôt que Vivaldi. Donc ils n'ont pas pu se rencontrer, ils n'ont pas de rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler peut-être que à l'époque, on écoutait de la musique ancienne, c'est-à-dire que l'image qu'on a d'un certain répertoire ancien, c'est une image figée. Donc ce qu'on imagine être l'époque de Vivaldi, on l'aperçoit avec les compositeurs qui étaient vivants à l'époque de Vivaldi. En fait, on peut faire la comparaison avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoute de la musique d'aujourd'hui, évidemment, avec des compositeurs vivants, et je parle de compositeurs de
tout style, c'est-à-dire de musique savante, mais aussi de musique populaire. Mais on écoute aussi beaucoup de musique de compositeurs qui n'existent plus, de compositeurs morts et de compositeurs qui sont morts il y a longtemps, un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et finalement, on oublie que dans le passé, c'était le cas aussi. Donc, à Venise, on a écouté, on a chanté du Serafino Razzi pendant très longtemps, parce que c'était une musique qui convenait au type de circonstances qui les rendait nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire ces incursions dans le temps, finalement, dans un disque qui est plutôt consacré au XVIIIe siècle. Alors l'album fait la part belle à Eva Zajic. Qu'appréciez-vous chez cet artiste ? Je connais Eva Zajic depuis longtemps. C'est une jeune mezzo-soprano que j'ai rencontrée, je pense qu'elle était encore au Conservatoire supérieur de Paris, et qui déjà à l'époque, et ça c'est assez rare, était très touchée par la musique ancienne. C'est quelqu'un qui a même chanté de la musique médiévale, qui avait un trio à l'époque de musique... de musique médiévale, qui chantait de la musique baroque, en plus du grand répertoire qu'elle travaillait avec ses professeurs au conservatoire. Et elle a gardé ce tropisme, cet intérêt pour la musique ancienne et cette espèce d'éclectisme qu'elle a de goût pour à la fois le romantisme, les musiques plus contemporaines, mais aussi la musique du XVIe, XVIIe siècle. Et justement, elle a dans sa voix, et ça c'est rare, elle a dans sa voix cette capacité on pourrait dire, de métamorphose, pour utiliser notamment par exemple le vibrato dans le style qui correspond à la musique romantique, aux musiques tardives, et puis qui correspond aussi, en l'utilisant différemment, aux musiques anciennes, avec la tenue du vibrato, avec le travail sur les messa di voce, avec si elle a envie, des couleurs très différentes, des voix plus blanches, ou bien le travail sur le texte qui lui permet d'aborder des répertoires plus populaires. Voilà, et c'est ce spectre extrêmement large qu'elle propose que je trouve vraiment magnifique, notamment pour défendre un répertoire, le répertoire baroque, le répertoire du XVIIe et XVIIIe siècle. Je vous propose d'écouter donc un extrait de cet album. Voici le motet Invicti Bellate d'Antonio Vivaldi dans l'interprétation d'Eva Zajic, entouré du poème harmonique placé sous la direction de notre invité Vincent Dumestre.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Le motet Invicti Bellate d'Antonio Vivaldi dans l'interprétation d'Eva Zaitchik, entouré du poème harmonique placé sous la direction de Vincent Dumestre. Alors Vincent, nous avons comme tradition de convier notre invité à faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? J'avais envie de vous faire entendre une rareté, alors en tout cas dans mon répertoire, puisqu'en fait, voilà, la quasi-totalité de ce que j'ai pu interpréter, faire avec le poème harmonique, évidemment, c'est ce répertoire baroque. Mais de temps en temps, on sort un peu de ces habitudes musicales, et j'avais depuis mon adolescence, en fait, j'ai rencontré un musicien extraordinaire qui joue du bandoneon. Daniel Brel, et qui pour presque dire, m'a un peu initié à la musique. Finalement, c'est quelqu'un c'est une figure, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté, je dirais, dans ce désir que j'avais de faire de la musique. Et comme un hommage, quelque part, j'ai 20 ans plus tard, je l'ai invité à nous rejoindre et à faire un enregistrement avec nos instruments de musique ancienne, avec donc nos viols de gambe et théorbes, d'enregistrer sa musique avec lui. Et du coup, je vous propose d'écouter une des chansons que je trouve les plus profondément bouleversantes, qui s'appelle Berceuse, et qui est une pièce qu'il a écrite au décès de son père, et qui est une pièce magnifique. On retrouve les influences évidemment sud-américaines inhérentes à son instrument, le bandoneon, mais aussi des influences, je dirais, d'Europe de l'Est. C'est quelqu'un qui vient de là, et de musique populaire, et en même temps d'une écriture extrêmement complexe, extrêmement profonde. Voilà, donc je vous propose d'écouter un extrait des 4 chemins de mélancolie, le titre du disque que nous avions fait paraître avec Daniel Brel. C'était en 2004, et c'est donc la Berceuse. Alors je vous propose de l'écouter maintenant.
Nous venons d'écouter Berceuse, extraite de 4 chemins de mélancolie de Daniel Brel. Il s'agissait du choix de notre invité, Vincent Dumestre. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Vincent d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.